Dans les médias en ligne, sur les réseaux sociaux, en couverture des journaux, sur les chaînes d'information en continu, le conflit israélo-palestinien, ses enjeux politiques et diplomatiques, mais surtout ses tragédies humaines, se sont ancrés dans le quotidien des Français. L'armée israélienne nous dit ce matin qu'il y aurait toujours des combats dans 7 ou 8 localités de l'enveloppe autour de la bande de Gaza. Le problème, c'est que c'est pas du tout évident de définir ce qui est pro-israélien ou pro-palestinien. Mais derrière les images d'actualité qui nous parviennent, qu'en est-il pour le reste du monde ? Comment les sphères civiles et politiques se mobilisent-elles depuis le 7 octobre dernier ? Et comment les médias traitent-ils des événements qui ont lieu à Gaza ? Several miles inside Gaza, Israeli forces are on high alert. Israel informou hoje que cercou e isolou a cidade de Gaza depois de ataque de grandes proporções. Buongiorno a tutti, sono di fronte al Ministero della Difesa, da cui vengono diramati gli ordini e I piani di attacco su Gaza. Entre la tenue de manifestations historiques, des positionnements gouvernementaux attendus au tournant, des débats politiques et sociaux électriques avec une place montante de l'extrême droite ou encore un accroissement de l'antisémitisme et de l'islamophobie, vous allez le voir, ce qu'il se passe ailleurs fait réfléchir sans difficulté à la façon dont notre propre société a pu réagir. Des États-Unis au Royaume-Uni, du Brésil à l'Italie, du Maroc à l'Ukraine où la guerre continue, nous avons interrogé des journalistes et des correspondants du monde entier pour comprendre comment les sociétés vivaient cette crise historique. Des témoignages à découvrir tout de suite sur Blast. Culturellement, les États-Unis, c'est pas un pays où on manifeste beaucoup. Donc en fait, les protestations, les mouvements, les réactions, on les constate surtout sur les campus américains. Sur les campus américains, il y a des manifestations pour demander tout simplement l'arrêt des bombardements contre Gaza. Donc c'est des manifestations qui sont perçues comme pro-Hamas par la droite. Évidemment, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est un puissant vecteur de mobilisation du côté républicain. The Israel-Hamas war stoking protests across the U.S. at various college campuses. Il y a un décalage très net là entre ce qui se passe dans la mobilisation sur les campus américains et la perception qui en est faite au niveau gouvernemental. On voit bien qu'il y a un décalage profond. Il y a toujours un soutien sans faille à l'opération israélienne à Gaza, évidemment du gouvernement américain, et ça génère une incompréhension absolue. Sur l'aile gauche du parti, les gens du camp Bernie Sanders, on a vraiment l'impression qu'il y a un décrochage là. Le peuple marocain est un peuple qui est très pro-palestinien. Et donc il était attendu que les expressions de colère contre Israël et contre ceux qui soutiennent Israël et de soutien au peuple palestinien allaient être des expressions très larges et très massives. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, le régime n'interdit pratiquement plus rien parce qu'il y a une telle colère que je pense les piliers du régime doivent se dire que ce serait risqué d'aller à l'encontre de la volonté de l'opinion publique d'exprimer sa colère vis-à-vis de ce qui se passe dans la région. Moi, je suis de Rabat initialement et j'ai vécu déjà des manifestations très importantes à Rabat, et de ce que j'ai vu des photos et des vidéos de la mobilisation à Rabat, c'était, je crois, une quinzaine de jours ou 3 semaines. La mobilisation était extraordinaire. Je veux dire, il y avait, ce sont des manifestations qui sont à la mesure des plus grandes manifestations de l'histoire du Maroc. Enfin, c'était une question pas facile parce que d'un côté, le Brésil et l'Amérique latine, c'est quand même géographiquement assez loin de ce conflit. Et en même temps, les gens en parlent, donc forcément ça touche la société brésilienne. Donc voilà, ça a été un choc, je pense, comme partout dans le monde. Il y a eu des mobilisations populaires, juste en bas du bureau où je travaille, par exemple, dans le centre de Rio. Il y a des regroupements régulièrement de manifestants pro-palestiniens. Ils sont pas nombreux, honnêtement. En tout cas, à Rio, ils sont quelques dizaines maximum. Ils se réunissent peut-être une fois par semaine. Je les entends environ une fois par semaine. C'est pas une grosse mobilisation, mais ça existe. Noi non abbiamo paura. Che la paura è il primo risultato che I terroristi portano a casa. Il cambiare il nostro modo di vivere. En Italie, on a eu tout de suite une mobilisation qui a
qui étaient plutôt pro-Israël, pour condamner l'attaque, ce qui s'était passé. On a des manifestations qui sont assez régulières pour la Palestine. On parle de 4 000, 5 000 personnes selon la police, peut-être un peu plus, mais pas quelque chose de pareil à ce qu'on peut voir, par exemple, dans des autres villes en Europe. Je crois que c'est plutôt parce qu'on a une immigration assez récente par rapport à ce qui se passe, par exemple, en France et dans des autres pays, et aussi parce qu'on n'a pas de partis politiques dans ce moment qui soutiennent ce type de manifestations. Il y a eu des marches populaires tous les samedis depuis le 14, donc une semaine depuis le 14 octobre, une semaine après l'attaque de Hamas le 7. Et en moyenne, selon les organisateurs, la campagne pour la solidarité Palestine, il y aurait à peu près plus de 100 000 personnes qui marchent dans les rues dans la capitale de Londres, ce qui est énorme. Il faut dire, il y a eu aussi quelques manifestations du côté pro-Israël, mais les ayant vus de mes propres yeux, ils étaient plus petits et il y avait moins de participants. Palestine will be free! Palestine will be free! Palestine will be free! Palestine will be free! Il y a eu des manifestations, essentiellement pour soutenir la cause palestinienne. Bon, il y a eu des polémiques concernant certains calicots, concernant certains slogans qui ont été scandés, justement pour faire des rapprochements entre Israël, l'extrême droite, etc. Écoutez, actuellement, je suis à Ottawa, c'est dans la capitale nationale, donc on a toujours des manifestations ici. Pour vous donner un exemple, l'édifice dans lequel je suis actuellement, c'est le même édifice où il y a l'ambassade d'Israël. Donc, à l'heure actuelle, il y a des barricades un peu partout et parce qu'il y a des manifestations à tous les 2-3 jours. Écoutez, je pense que comme partout ailleurs, ça a été un choc au Canada. On a une grande diaspora juive, musulmane également, donc beaucoup de communautés. On a un pays très multiculturel, donc évidemment, les réactions ont été très, très fortes après l'attaque du 7 octobre. Ce qu'on a vu depuis, avec le nombre de morts qui augmente à Gaza, évidemment, là, c'est les manifestations qui se multiplient. Donc, écoutez, on a vu là, que ça a culminé cette semaine avec des affrontements dans les universités canadiennes entre groupes pro-Israël, pro-palestiniens. At around 1:30 this afternoon, police were called in as security guards were trying to control an altercation that broke out between pro-Palestinian students and pro-Israeli students. On a vu des coups de feu sur des écoles juives également. Heureusement, personne n'a été blessé. Ça semble avoir été fait pendant la nuit. Donc, vraiment, ce sont des actes graves qu'on voit en ce moment. Des actes antisémites surtout. On a vu des croix gammées, des graffitis là qui ont été faits dans les universités. La police de Londres a déclaré qu'elle avait enregistré une augmentation de 1353% de délits antisémites ce mois-ci, donc en octobre, par rapport à la même période de l'année dernière, et qui a vu aussi augmenter de 140% des délits islamophobes depuis le 7 octobre. Donc j'ai l'impression, un peu comme chaque histoire qui touche ces conversations un peu d'identité, de politique, de religion, ça se fait entendre, ça se fait sentir dans les rues. Il y a eu un soutien assez inconditionnel du gouvernement à Israël, mais le temps passant, le phénomène de polarisation de ce débat, cette espèce d'assignation identitaire qu'on rencontre pas seulement en Belgique, où en fait il faut quelque part choisir son camp, être pro-palestinien ou pro-israélien. Cette polarisation-là, elle s'est fortement accentuée. Le Premier ministre Justin Trudeau, lui, il se fait huer là, de tout bord, tout côté. Je vous dirais que c'est la situation de M. Trudeau actuellement est assez difficile et au sein même de son caucus politique, c'est très très divisé du côté des
des partis d'opposition ici au Parlement canadien. C'est aussi très divisé. On a un parti conservateur qui est très pro-Israël, qui est très anti-cessez-le-feu, un parti de gauche, le nouveau Parti démocratique, qui est pour un cessez-le-feu. Donc vraiment, il y a toutes sortes d'opinions actuellement dans le Parlement canadien. Mais pour l'instant, d'habitude, ce que le Canada fait, vu que notre voisin, c'est les États-Unis, on tente de se coller à leur position. En fait, aux États-Unis, les États-Unis sont tellement convaincus d'être la première nation mondiale qu'ils ne se posent vraiment pas tant que ça la question de savoir ce que pensent les autres pays dans le débat public américain. Le fait de savoir si la France va suivre ou non la position américaine ne pèse absolument pas dans le débat ni dans la prise de décision. Et ça vaut pour beaucoup d'autres pays. Donc les États-Unis sont avant tout concernés par leur propre situation. D'abord à droite, c'est qu'on voit que ça profite très largement à Donald Trump, évidemment parce que il est perçu comme celui qui va être le plus pro-Israël. C'est lui, personne ne l'a oublié, qui a déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est lui aussi qui a fait les accords Abraham. Et c'est lui qui est perçu par la droite religieuse américaine comme celui qui vraiment va le plus soutenir Israël dans leur vision chrétienne, évangélique, prophétique. À gauche, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que Joe Biden, en raison de son soutien inconditionnel à l'opération armée d'Israël contre Gaza, est en train de perdre la gauche du Parti démocrate. Et ça, on le constate dans les manifestations de plus en plus. Les gens le disent, on ne votera pas cette fois Joe Biden. Et quand on leur dit, mais alors, si c'est pas Joe Biden, c'est Trump, ils disent, bah tant pis, on ne votera pas Joe Biden cette fois. Lula, le président brésilien, a eu une position qui était qui a été beaucoup critiquée sur la guerre en Ukraine. Il a pas pris position, on le sentait très en retrait. Autant sur cette question-là, il l'a pas été du tout. Il s'est beaucoup engagé, il s'est beaucoup exprimé, il s'exprime de plus en plus ouvertement pour dénoncer la réponse israélienne et pas toujours dans le même sens que la politique des États-Unis et de Biden. Et de l'autre côté, il y a l'extrême droite, représentée plutôt par Jair Bolsonaro, l'ancien président. On parle justement d'une extrême droite qui est plutôt évangélique et qui est plutôt du coup pro-Israël. Devant une foule survoltée, Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, sa popularité, il la doit à son slogan, simplissime, les Italiens d'abord. Pas de surprise, le parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, a obtenu 26% des voix dimanche. Son allié, Matteo Salvini, chef de la Ligue, 8,8%. La Ligue, qui est dans la majorité du gouvernement dans ce moment, elle est en train un peu de se distinguer par rapport à Giorgia Meloni, montrer qu'ils sont très proches de ce qui se passe, qu'ils veulent un peu, en vue aussi de la campagne électorale pour les élections européennes, ils veulent se montrer qu'eux, ils sont les partis qui est contre l'immigration, contre l'islam. En même temps, pour Giorgia Meloni, c'est un peu à l'opposé. Sa stratégie, c'est de montrer qu'au niveau à l'extérieur, elle est très modérée, on dirait, entre guillemets. Ça, elle peut, rester au gouvernement et faire ce qu'elle veut en Italie. Dans pas beaucoup de mois, on va voir des élections qui sont importantes pour l'Europe, sur les élections européennes, mais aussi pour les gouvernements italiens, parce que ça va être la première fois qu'ils vont voir quelle est la situation, combien de votes ils vont avoir. Et la Ligue, Matteo Salvini, il comprend que pour Giorgia Meloni, dans ce moment, elle peut pas les faire, c'est pas le moment, elle n'a pas la liberté de les faire parce que elle est aussi Premier ministre, donc c'est à lui d'essayer de gagner cet espace au niveau électoral. Nous, on a une échéance électorale qui est absolument importante en 2024, puisque entre juin et octobre 2024, on va avoir tous les scrutins en même temps. On sent bien que certains sont extrêmement soucieux de ménager les sensibilités d'un certain électorat dans cette perspective-là. Ça, c'est très clair, quoi. Il n'y a pas eu de vraie réaction de la part du régime. Pas un mot n'a été dit sur ce qui se passait à Gaza. Le mot Palestine n'a pas été prononcé, le mot Gaza n'a pas été prononcé. Ce qui a quand même surpris beaucoup de gens, parce que les gens s'attendaient à ne serait-ce qu'à une petite phrase de solidarité avec les Palestiniens. Absolument rien. Il n'y a pas eu un seul mot sur la Palestine, et je pense que c'est le résultat
d'une gêne. Je pense que c'est l'incapacité du régime à trouver un argument pour expliquer pourquoi la normalisation a été faite. Après Bahreïn et les Émirats arabes unis, le nouveau coup diplomatique de Donald Trump avant son départ de la Maison-Blanche. Il a annoncé la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en échange de la reconnaissance de la souveraineté marocaine au Sahara occidental. Si vous vous amusez à analyser l'activité diplomatique du Maroc depuis la normalisation, vous allez vous rendre compte que le pays avec lequel on a eu les relations les plus denses en termes de voyages de ministres, d'échanges de missions, etc., eh bien, c'est Israël. C'est-à-dire que le régime marocain est allé très loin dans cette histoire de normalisation. Le gouvernement il a vraiment envie de partager cette idée qu'on est officiellement avec Israël, mais qu'on n'est pas inhumain non plus. Mais ils sont pas pour un cessez-le-feu. Aussi, du côté, il faut parler du côté de l'opposition, donc le parti travailliste qui est mené par Keir Starmer. Lui non plus, il a été critiqué par plusieurs de ses ministres et collègues pour son refus d'appeler à un cessez-le-feu entre Hamas et Israël aussi. Donc c'est pas sans conséquence, parce que voilà, il y a de la pression qui accroît sur ce chef de l'opposition britannique qui un peu entre parenthèses, on dirait qu'ils vont peut-être avoir leur partie, leur jeu à jouer dans quelques mois, années, quand il y aura une nouvelle élection, parce que on a vu avec des recherches et des études que le gouvernement actuel n'est pas si populaire que ça. Et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un conflit qu'on traite en tant que journaliste depuis des années. Le 7 octobre a bien sûr marqué un peu une nouvelle vague, mais c'est justement un peu ce que critiquent les pro-palestiniens. Ils disent que beaucoup de médias anglais traitent un peu cette histoire comme si elle vient de commencer le 7 octobre, alors que pour eux, ils disent ça fait plus de 70 ans. Honnêtement, j'ai été surpris par le traitement médiatique réservé ici au Brésil à ce conflit. Je ne pensais pas qu'on allait en parler autant. Après, ça s'explique aussi il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Déjà, on parle de 3 Brésiliens qui sont morts lors de l'attaque du Hamas. Il y a des Brésiliens qui sont sans doute otages aujourd'hui du Hamas. Le Brésil a été aussi a dirigé le Conseil de sécurité à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc Lula est intervenu beaucoup dans la tentative de résolution de ce conflit. Donc on en a beaucoup parlé. Enfin, voilà, encore une fois, même si le Brésil est géographiquement loin, le Brésil a eu un rôle quand même là-dedans. Et puis il y a beaucoup de juifs au Brésil. C'est la deuxième communauté juive d'Amérique latine, le Brésil. Donc c'est pas rien. Of course, the Western countries, they should split their attention between Ukraine and the new conflict in the Middle East. Since the beginning of October, in my mind, the events in the Middle East, this is a kind of challenge for Ukraine. There are less and less journalists coming to Ukraine in order to cover the Ukrainian events. Moi, je pense que la couverture journalistique, c'est un des thèmes les plus importants dans ces moments par rapport à ces conflits-là, mais aussi je pense à la guerre en Ukraine. On a les médias, les principaux médias qui sont très la façon de couvrir les conflits, c'est toujours dans un point de vue qui c'est très, je dirais, aligné à la narrative d'Israël. Il y a évidemment la polarisation politique, on la retrouve dans les médias, puisque les médias sont très politisés ici aux États-Unis. Donc, si on regarde les médias conservateurs, commencé par Fox News, évidemment, on est sur un soutien aveugle à l'opération israélienne à Gaza. The IDF says today it was able to find weapons, ammunitions, and more military infrastructure inside that hospital. Évidemment, c'est beaucoup plus nuancé dans les médias dits libéraux, c'est-à-dire les médias qui ne sont pas des médias ouvertement ou des médias conservateurs, que ce soit la presse écrite, New York Times, Washington Post ou les médias comme CNN, MSNBC. On voit qu'au début, il y avait un soutien
très ferme à l'intervention armée d'Israël à Gaza. Hamas militants are confirming that they have taken Israeli soldiers hostage and has moved them to the Gaza Strip. Avec l'augmentation du nombre de victimes civiles à Gaza, on voit que ce soutien reste très fort dans tous les médias américains, mais qui s'étiole de plus en plus dans les médias plutôt à gauche. The world is turning against Israel's war in Gaza. La couverture, je vous dirais, est peut-être un peu faible à cause de ça, parce que justement, on n'a pas les informations sur le terrain. On a aussi beaucoup de difficultés à avoir les informations là de la part du gouvernement. On a vraiment un manque de transparence, je vous dirais, de ce côté-là, et ça se reflète vraiment dans notre couverture. Par exemple, on a beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les Canadiens ont de la difficulté à sortir de Gaza, pourquoi des pays comme les États-Unis, par exemple, ont réussi à sortir, je pense, plus de 400 personnes, 400 de leurs citoyens, alors qu'au Canada, on a réussi à en sortir là, un peu plus de 100, alors qu'on en a encore beaucoup d'autres là, qui sont à Gaza. Je pense pas que les médias ont encore pu vraiment investiguer, faire notre part des choses, parce que il y a une grande peur de paraître trop d'un côté ou de l'autre. D'un côté, on peut être islamophobe, d'un côté, on peut être antisémite, d'un côté. Mais il y a des questions qui doivent se poser. Aussi, en tant que journaliste personnellement, je pense que cette histoire, comme chaque histoire, on se dit, voilà, ça va changer les choses. Je pense que beaucoup de personnes, que on soit d'un côté ou de l'autre, a juste envie d'une solution maintenant, parce que ça fait plus de 70 ans qu'il y a ces conflits et je pense que oui, je pense qu'il y a des failles dans le média et que peut-être qu'un jour, quand ce sera un peu plus accessible, quand on pourra vraiment regarder, on découvrira d'autres choses, qui sait. Mais pour l'instant, l'important, j'imagine, c'est de se sentir comme si et c'est comme ça que je me sens au travail. Si j'arrive à partager la voix des gens qui ont du mal à s'exprimer en ce moment, des deux côtés également, alors je trouve que on fait déjà on est déjà sur le bon chemin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Peut-être avez-vous des témoignages à nous faire parvenir en provenance d'autres pays. Je vous laisse réagir et nous en dire plus dans les commentaires, mais surtout likez et partagez la vidéo. Et comme toujours, vous pouvez soutenir Blast et une information indépendante en faisant un don. Moi, je vous dis à très vite sur Blast.